tous dans ce nouveau débrief sur Médian TV Afrique. Dans le numéro précédent, nous avons évoqué la crise qui secoue le secteur éducatif sénégalais. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur de la santé avec les menaces de Andegusum, qui veut dire secouer ensemble, une alliance d'organisations syndicales de la santé, mais aussi de la suspension du mot d'ordre de 72 heures du SAMES. Et pour cela, nous sommes avec M. Ibrahima Soukandel Diouf, le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Merci M. Diouf. Aminata, merci beaucoup. Un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Avec lui également, nous sommes avec le secrétaire général du SUTSAS, M. Mballo Diatiam, membre de Andegusum. Bonjour Aminata. Un plaisir de vous recevoir également sur Médian TV. Un plaisir que je partage avec tous vos téléspectateurs. Merci. Vous aviez annoncé la couleur avec des menaces pour perturber le système sanitaire. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que vous revendiquez au juste? Voilà, pour ce qui est de la petite histoire, nous revendiquons des accords qui avaient été conclus avec le gouvernement en 2014. Je rappelle simplement que pour l'essentiel, le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale que je dirige, et le syndicat unique des travailleurs municipaux du Sénégal que dirige le camarade Sidi Ndiaye sont ces deux organisations syndicales qui se sont retrouvées donc de guerre lasse pour dans une alliance d'unité d'action, donc faire en sorte que le gouvernement puisse appliquer ces accords. Donc vous voyez que naturellement ce n'est pas des revendications de conquête parce qu'on n'est pas en train de chercher quelque chose de nouveau, mais c'est des revendications qui ont fait l'objet d'accords qu'on a signés en bonne et due forme et qui donc tardent à être matérialisés, à être appliqués. C'est pourquoi on parle, disons, de revendications de restitution. Ce n'est pas des revendications de conquête. Alors, de ce point de vue, nous pensons que nous n'en sommes pas à notre première comme ça, parce que nous avions en son temps, en 2013, décliné quelques plans d'action. Au terme de ces plans d'action, quand on a voulu annoncer un 4e plan d'action, l'Assemblée nationale est intervenue par une délégation dirigée naguère par le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, M. Moustapha Diakhaté, qu'on salue, avec l'imam Baignan et les autres. Et aussi, c'était en présence du directeur général de la santé, en la personne du docteur Diak. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient promis d'intercéder. Pour que le gouvernement puisse, disons, s'ajuster, en fait, pour que le gouvernement applique les accords. Donc certains concernaient le statut du personnel des établissements publics de santé, des accords derrière lesquels on a couru presque 13 ans durant, parce que 2003-2016, parce que c'est en 2016 que le président de la République a signé ces accords. Donc nous étions aussi en train de demander, pour ce qui est de l'action sociale, l'application des pertinentes recommandations des Assises nationales de l'action sociale en 2008, assises qui ont permis de déboucher sur la ratification de la Charte internationale sur le droit des personnes handicapées et sur aussi le vote de la loi portant orientation sociale, c'est-à-dire la loi d'orientation sociale, qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui la carte d'égalité des chances. Je le rappelle parce que nous sommes une année déclarée ou proclamée année sociale par M. le Président de la République. Mais ça, c'est entre autres questions donc, qui sont là sur le plan de carrière, donc sur le plan de carrière, sur les nouveaux corps à créer, etc. Maintenant, avec cette alliance, nous avons une plateforme, disons, qui non seulement agrège les questions qui nous concernent directement, ces questions-là, mais aussi des questions qui concernent le personnel municipal. Et parlons justement de ces questions-là avant d'en revenir avec M. La loi d'orientation. Le SAMES qui avait décrété un mot d'ordre de 72 heures a repris service après avoir suspendu son mot d'ordre suite à une rencontre avec le Premier ministre. Ne partagez-vous pas les mêmes revendications? Bon, non, nous ne partageons pas naturellement les mêmes revendications. Pourquoi? Bon, parce que simplement, les plateformes sont différentes. Parce que pour partager les mêmes revendications, il faudrait-il aussi disposer d'une plateforme où on a des points communs. Là aussi, je rappelle pour la petite histoire, le SAMES aussi est une excroissance aussi du SUTSAS en 91-92. Mais pour ce qui concerne aussi le SAMES, qui est un syndicat, disons, de médecins uniquement, donc un syndicat plus ou moins corporatiste, alors que nous sommes un syndicat unitaire.
donc au SUTSAS et au SUDETM, donc disons émarge. Donc du professeur agrégé au technicien de surface. C'est un syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l'action sociale, un syndicat autonome. Alors que là-bas, c'est un syndicat unique des médecins. Mais les médecins ne sont pas seulement au SAMES. Ils sont au SUTSAS, ils sont au SUDETM, ils sont aussi dans d'autres organisations. Et ils sont partout. Alors, Monsieur Diouf, êtes-vous disposé à satisfaire les revendications de And Gueusseum? Bien entendu, Aminata, le gouvernement est disposé à apporter des solutions par rapport aux points d'accord de And Gueusseum. Parce que nous avons débuté, disons, l'arbitrage avec le Premier ministre. Des orientations très claires avaient été données par le Premier ministre. Et ces orientations concernaient des points précis de l'ensemble des plateformes. Les techniciens des différents ministères ont travaillé d'arrache-pied dans un délai de 2 semaines et ont pu effectivement, à l'issue de ce délai, apporter quasiment des réponses à toutes les préoccupations qui avaient été soulevées. Maintenant, il faut dire que pour l'Alliance And Gueusseum, je pense qu'il faudrait peut-être attendre de rencontrer l'autorité, le Premier ministre, et de voir qu'est-ce qu'ils tireront de ces rencontres-là. Peut-être après, ils pourront apprécier et dérouler leur plan d'action. Il faut dire que ces rencontres auraient dû avoir lieu mardi, excusez-moi, je crois bien que c'était bien mardi. Malheureusement, mardi a coïncidé avec la levée du corps de l'ancien ministre de la Santé, je vous nomme le maire Mamadou Diop, que nous saluons la mémoire au passage parce que c'est une éminente personnalité qui a rendu d'énormes services au système de santé. Donc c'est à cause de cela que le Premier ministre n'a pas pu recevoir And Gueusseum pour adresser les questions qui avaient été soulevées dans leur plateforme. Parce que ce n'était même plus une plateforme, c'était des points d'accord. Et par rapport à ces points d'accord-là, comme l'a dit M. Mballo Dia Thiam, ces revendications datent quand même de très longue, voilà, de 2014 plutôt. Quelles ont été les avancées entre-temps? Non, il y a eu des avancées et mon grand frère Mballo sait qu'il y a des avancées sur certains points. Parce que ne serait-ce que pour la création de nouveaux corps qui est dans leur plateforme, un projet de décret a été pris et partagé. Et sur ce point précis, c'était un accord et le gouvernement a pu proposer un projet de décret. Sur, disons, le changement de paradigme de l'ANDSS, nous avons dit d'accord, l'ANDSS peut s'ouvrir au master et au doctorat. Et là, ça concerne la formation. Ça concerne la formation. Il y a eu un paquet de techniciens supérieurs qui étaient dans le pipeline. On a même déterminé le gap horaire qui devait être, disons, mis à contribution pour que ces techniciens supérieurs puissent être reclassés dans les nouveaux corps créés, des corps qui seront logés dans la hiérarchie A. Maintenant, il y a beaucoup de points pour lesquels il y a des avancées. Le gouvernement vraiment a travaillé d'arrache-pied et a apporté des réponses sur beaucoup de points. Maintenant, comme c'était une commande du Premier ministre, nous avons donc tout remis à l'autorité et il reviendra au Premier ministre quand il recevra ces syndicats-là de donner disons, les dernières positions du gouvernement sur l'ensemble des questions soulevées. Je pense que nos amis vont peut-être, à l'issue de ces rencontres, revoir un peu le plan d'action parce que je pense qu'ils auront peut-être satisfaction à l'instar du SAMES qui a levé son mot d'ordre. Comme l'a dit le président Macky Sall, c'est une année sociale. Pensez-vous que d'ici 2019, ces problèmes seront résolus? Comme il a dit lui-même en ses propos, c'est des choses réalistes et réalisables. Les problèmes sont en train d'être résolus. C'est une question de timing. Je pense que d'ici très peu, beaucoup de préoccupations de nos partenaires, parce que je dois ajouter que les syndicats de la santé sont des partenaires du système de santé. Ils nous aident, ils nous accompagnent et ils contribuent à améliorer notre approche système de santé. Ces problèmes posés vont trouver très rapidement des solutions avec l'autorité. Inch'Allah, espérons-le. Êtes-vous d'avis, M. Thiam? Enfin, nous tenons non seulement aux accords, mais nous tenons aussi aux actes. Parce que ce genre de réunions, ces réunions donc ont eu lieu
parce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'Assemblée nationale quand elle est intervenue. Donc nous croyons en son temps que dans les 2 ou 3 mois qui suivraient, qu'on dépasserait cette question. Et quelle a été justement la garantie des parlementaires? Bon, la garantie, c'est simplement d'intercéder, parce que c'est un pouvoir aussi différent de nôtre. Le Parlement, c'est le pouvoir législatif. C'est l'exécutif qui a pris des engagements qu'il ne pouvait pas respecter ou bien qu'il tarde à respecter comme ils le disent. Mais dans tous les cas, si on ne respecte pas un accord, nous simplement tenons la conclusion suivante qu'il y a donc, des manœuvres dilatoires ou bien c'est parce que simplement il y a un défaut de volonté. C'est comme ça que nous l'appréhendons, d'autant que, je vous reprends tout à l'heure, c'est nous qui avions signé les premiers accords et c'est devant les caméras que M. le ministre Mansour Sy, en charge du travail, qui pilotait les négociations, et Mme le professeur Awa Marie Coll Seck, ministre de la Santé, qui avait dit tout haut que c'était des accords réalistes et réalisables. Donc de ce point de vue, même si nous avions demandé l'impossible, nous sommes accordés sur un possible. Mais ce possible-là, donc, doit être, qui est réaliste et réalisable, donc je pense devait pouvoir donc être appliqué. Donc, comme l'a dit M. Diouf, il faut juste du temps. Non, mais 4 ans quand même. Parce que d'abord, cette plateforme avait été déposée en 2012. Pour vous, c'est assez. Nous avons attendu 2013, en fin 2013, pour avoir les négociations. On les a conclues en février 2014. Mais bon, c'est en février 2014, donc on est en 2018. Vous avez c'est ce que pour cela. attendu. Mais nous avions attendu 2013 avant d'enclencher les premiers plans d'action. Et ne serait-ce que pour le statut du personnel des établissements publics de santé, lui, il sait très bien que ce statut-là est convoqué par la loi hospitalière de 1998. Et c'est ce statut-là qui doit permettre aux travailleurs des établissements publics de santé, pour ne pas dire les hôpitaux qui ont été réformés, donc de disposer de ce qu'on appelle la mobilité, la couverture sociale et la couverture de maladie. Mais demandez à M. le DRH, qu'en est-il? Le décret a été signé en avril donc, 2016 pour qu'il soit exécutoire, pour qu'il entre en effectivité donc, en janvier 2017. Nous sommes au mois de mars, fin mars 2018. Ce décret-là n'a connu aucun début d'application. Mais il y a cependant eu des avancées quand même. Bon. Par rapport à certaines de vos revendications. N'est-ce pas aussi un motif assez pour faire des concessions? Non, parce que ces questions-là ne peuvent plus attendre. Parce que quand je vous parle de la loi hospitalière de 1998, mais on est en quelle année? De 1998, donc on a travaillé en 2003 sur ce document-là, qui est dans le circuit, hein, un circuit donc qu'on ne comprend pas. Et si M. le Président de la République arrive à signer, disons, ce décret-là en avril 2016, mais nous sommes en 2018, pourquoi ce décret-là ne peut pas permettre à ces travailleurs-là de disposer de la mobilité, c'est-à-dire de quitter un hôpital X pour un hôpital Y, s'ils en expriment le besoin? Pourquoi aussi ils ne disposeraient pas d'une couverture médicale qui leur dispenserait de certaines tracasseries? Parce que je dis, si vous êtes malade dans un hôpital X, pour aller dans un hôpital Y, il faut une lettre de garantie. Or, ces hôpitaux-là, c'est des hôpitaux réformés, c'est des démembrements de l'État. Donc, nous pensons qu'il y a ce problème-là. Il y a qui coûte maintenant des cotisations sociales. Si vous allez dans plusieurs de ces hôpitaux-là, il y a ce qu'on appelle ces dettes sociales. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas versé pour l'essentiel pour les cotisations à l'IPRES ou à la Caisse de sécurité sociale. Mais ailleurs aussi, c'est des problèmes liés simplement à la couverture, disons, de la famille par rapport à certains, ou bien par rapport à eux-mêmes, par rapport aux maladies professionnelles et à certains risques aussi. Donc, voyez ce que ça pose comme problème. Donc, c'est des questions vitales qui ne seraient pas, disons, attendre encore outre mesure. En dehors du statut maintenant du personnel, se sont greffés récemment le problème de salaire des contractuels du ministère. Lui, je pense qu'il fait partie de ceux qui même signent ces contrats-là. Les contractuels du ministère de la Santé qui, au décours, disons, à la faveur d'une convention, ont pu être recrutés 1162 agents qui courent encore derrière des arriérés de salaire. 7 mois dans un premier temps, on a éponché, le stock s'est reconstitué. Et aujourd'hui, on est en fin mars, ils n'ont pas encore perçu leur salaire depuis 5 mois. Or, ils sont dans des zones les plus reculées.
dans des situations extrêmement difficiles. Donc nous pensons qu'aussi ces contractuels méritent un autre sort, parce qu'on ne peut pas s'occuper de santé des populations pendant qu'en contrepartie, on n'est pas payé. Ça, c'est clair. Maintenant, à leur décharge, c'est ça aussi la vérité, à leur décharge aussi, c'est 44 milliards qui ont été négociés en 2 tranches de 22 milliards pour boucler le projet sur 2 ans. Nous allons y revenir. Mais à ce jour, donc à chaque fois, on nous dit donc les finances n'ont pas encore réagi parce que c'est un appui budgétaire, c'est des difficultés. Mais nous, pour nous, finances, ministère de la Santé, c'est le gouvernement qui doit payer et on en est là encore. Alors, M. Diouf, qu'avez-vous à répondre déjà par rapport aux questions qui ont été soulevées par M. Thiam avant de revenir au problème des contractuels? Oui, je dois revenir sur peut-être le décret qui porte statut des personnels des EPS. Oui, le président Mballo Dia Thiam l'a dit, c'est vrai, le décret est pris, maintenant l'application devait être réglée par un certain nombre d'arrêtés. Mais vous pouvez comprendre aisément que ce statut du personnel entraîne des coûts exorbitants. Parce que les établissements publics de santé sont des établissements publics, donc les salaires ne sont pas indexés comme les salaires de la fonction publique. Ce sont ces établissements qui doivent payer. Maintenant, si les établissements ne peuvent pas équilibrer leurs comptes, vous comprendrez avec nous que l'État ne peut pas continuer à subventionner des salaires indéfiniment, surtout si ces salaires sont très élevés. Nous avons dit quoi? Nous allons travailler à prendre des arrêtés pour que chaque établissement public de santé qui est en mesure d'appliquer ce statut-là puisse y entrer. C'est vrai qu'il y a des lenteurs parce que nous avons donc circularisé le document et certains ministères techniques posent des questions pour lesquelles il faut absolument apporter des réponses. Et c'est des réponses qui doivent être apportées au cours de la réunion. Ça traîne un peu, c'est vrai, mais ce n'est pas par manque de volonté parce que le président a déjà signé ce décret-là. Donc ce qui reste juste, c'est sa mise en œuvre et cela ne saurait être tardé parce que c'est une question sur laquelle on ne peut plus revenir en arrière. Donc j'estime que c'est vrai, il y a quand même un peu de retard, mais que globalement, cette question du statut des personnels des établissements va être une question réglée parce qu'il y va même de la performance de ces agents-là qui exercent dans ces établissements publics de santé, surtout pour harmoniser le commandement de ces agents-là. Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons des établissements publics de santé avec différents agents commandés par différents centres de responsabilité. Les universitaires sont sous la responsabilité des universitaires, les contractuels de l'EPS d'un côté et les fonctionnaires d'un autre côté. Donc nous tous, nous travaillons à ce qu'il y ait uniformité de commandement et que tous ces agents relèvent d'une même autorité pour que l'on puisse aller vers la performance et vers la production de soins de santé de qualité dans ces établissements. Et là, déjà, vous avez parlé de ce décret-là, mais vous, déjà, en tant que DRH, par rapport au paiement des contractuels, oui, les contractuels, il y a peut-être un peu un éclaircissement à faire là-dessus. Il y a 2 catégories de contractuels. Il y a les contractuels du ministère de la Santé et les contractuels qu'on a recrutés dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Pour les contractuels du ministère de la Santé, il y a une ligne budgétaire qui est là, disponible, destinée au paiement de ces contractuels-là. Certes, il y a quelques lenteurs parce que, effectivement, nous avons fait le travail requis pour que les mandats puissent être donnés. Je pense que dans les semaines à venir ou dans la semaine à venir, le ministère de l'Économie et des Finances va effectivement virer ces salaires dans les comptes des ayants droit, d'un côté. De l'autre, maintenant, il s'agit des contractuels qui avaient été recrutés dans le cadre de la couverture sanitaire universelle et des contractuels recrutés parce que simplement un partenaire avait bien voulu mettre des ressources à la disposition du ministère de la Santé pour faire face à ces questions-là. Et effectivement, pour l'année 2017, on a pu quand même régler le salaire de ces contractuels. Nous attendons pour l'année 2018 que des dispositions soient prises par le ministère de l'Économie et des Finances pour que l'on puisse quand même faire face à ces charges-là qui ne sauraient être des charges compressibles. Parce que c'est des charges qui sont là et qu'on ne peut pas compresser, donc pour lesquelles une réponse sera apportée. Ça, c'est clair, le gouvernement ne peut pas faire l'économie de solutionner cette question-là et le gouvernement va apporter une solution par rapport à ces questions.
Et si on en revient à la question du SAMES, avant de boucler cette première partie, sur l'ensemble des 7 points de revendication, 6 ont été résolus. Bon, ne pensez-vous pas que partageant le même corps que ceux de M. Mbalo Diatiam, n'y a-t-il pas un problème de disparité par rapport, de prise de mesure par rapport à la résolution des problèmes? Nous, on va régler les points de revendication de l'Alliance. Ça, c'est clair. Je veux juste qu'il nous donne le temps de rencontrer le Premier ministre mardi prochain, Inch'Allah. Et je pense qu'à l'issue de cette rencontre, beaucoup de choses vont changer et que donc l'Alliance va peut-être être aussi satisfaite de sa rencontre avec le Premier ministre. Pour qui connaît le Premier ministre Boun Abdallah Dionne, on est tous d'accord sur sa rigueur et sa capacité à répondre à des questions qui intéressent le gouvernement du Sénégal. Et je suis sûr que quand on aura fini de le rencontrer, l'Alliance va peut-être aussi, à l'instar du SAMES, lever son mot d'ordre de grève. Êtes-vous convaincu? En tout cas... Espérons que ce mardi, les choses seront bien résolues. De toute façon, nous avons décliné notre plan d'action, disons, à l'issue de notre rencontre de samedi passé. Et nous envisageons dès demain une marche nationale à Thiès pour faire aboutir ces questions-là. Et cette marche-là aussi va en droite ligne d'un plan d'action, parce que la marche conçut, disons, un premier jalon. Nous allons, si aussi la réaction n'était pas encore positive, nous sommes dans les dispositions. Mais ne pensez-vous pas que quand même vous pourriez suspendre votre mot d'ordre en attendant de rencontrer le Premier ministre? Donc nous ne pouvons pas suspendre un mot d'ordre, parce que nous avions commencé, nous avons suspendu. Nos camarades se sont réunis et nous ont demandé effectivement, parce que nous sommes dépositaires d'un mandat, nous ne fonctionnons pas sur la base d'ENR ou sur la base de quoi que ce soit, mais sur la base d'un mandat très précis. Alors, depuis lors, nous nous sommes rendus compte que c'est d'abord Madame le ministre, disons de la fonction publique, qui avait convié à une première rencontre. On avait entamé les négociations. Parce que il faudrait rappeler à Aminta que nous avons non seulement ces accords, mais nous avons déposé un préavis de grève, c'était le 27 décembre. Le législateur prescrit 30 jours francs pour aller en action. Nous avons attendu jusqu'au 26 janvier, c'est-à-dire à 48 heures de l'expiration du délai de préavis. C'est en ce moment que le gouvernement nous a appelés. Quand nous sommes venus, nous avons commencé les pourparlers alors qu'on avait besoin simplement d'actes. Parce que c'est les actes qu'on réclamait. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas des revendications de conquête. Alors, à peine on s'est donné rendez-vous le 12, le Premier ministre nous a appelés donc, le 13, et depuis lors, on est là. Donc, il a effectivement donné des instructions, ça et là. Donc, mais pour nous, ce n'est pas un problème d'instruction, parce que même le décret dont on vient de parler a fait l'objet d'une signature par M. le Président de la République. Et au bas de la signature, on a dit que ce décret prend effet à partir de sa date de signature. Et ça doit prendre effet aussi, et donc à partir du 1er janvier 2017. On est aujourd'hui en mars 2018. Donc ce n'est pas parce qu'on a donné des instructions que ça se traduirait effectivement en actes. Pour nous autres, on n'attend que des actes. Et maintenant, on s'est donné rendez-vous une prochaine fois, nous sommes venus, mais il était empêché. Donc en lieu et place, on a eu droit à une présidence de M. Yen Farbassar en charge de l'habitat. Donc on salue au passage. Mais là aussi, ça a été une rencontre exploratoire. Évidemment, ils nous ont montré des projets, disons, de décrets qu'on a partagés, mais tant qu'aussi on partage un projet de décret, parce que le projet de décret portant statut du personnel, on l'avait partagé maintes fois. C'est en 2003 qu'il était déjà prêt. 2003, je vous dis. C'est en 2016 qu'il a été signé. On nous a présenté ce projet de décret. Sur les heures supplémentaires, on n'aurait dû même pas attendre ce délai-là. Parce que déjà, lui, il était au mois de juin. Au mois de juin, il était là, il avait représenté Mme la ministre de la Santé à l'occasion de ces négociations. Il était clair dans un document précis avec le gouvernement que ce décret allait être signé dans les 72 heures qui suivraient et qu'il devrait même prendre effet à partir de la fin septembre 2017. On est encore en mars et ce décret-là qui devait, disons, valoriser l'heure supplémentaire de 20% de travail de nuit, ce décret-là n'a pas connu encore une signature. Donc maintenant, autre chose aussi, c'est les nouveaux corps. Je ne parle pas de nouveaux corps, mais je parle, disons, des techniciens supérieurs
qui devraient subir donc cette formation-là, bon, pour qu'ils soient versés dans le corps, disons, des masters, comme il a dit tout à l'heure. Oui. Là aussi, on attendait des actes. Donc voilà, donc, qui n'ont toujours pas été posés. Donc nous ne pouvons pas aussi nous fier simplement à ces déclarations d'intention. Vous attendez des actes alors concrets. Que nous attendons des actes concrets. Des actes et rien que des actes. Si on pose les actes, mais c'est terminé, parce que la grève, en fait, n'est pas la finalité. C'est un moyen simplement de se faire entendre, donc, ou de rappeler l'autre au bon souvenir de ce qu'il avait signé, certainement. Bon, au moins de se faire entendre... Mais ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. La finalité, c'est l'accord conclu et l'accord appliqué. C'est ça, la finalité. Un moyen de se faire entendre qui, j'espère, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi, bon, avant d'aller à la table des négociations, il faut que les syndicats réagissent pour que l'État puisse prendre des décisions. Bon, élément de réponse dans la seconde partie, dans quelques secondes. Vous êtes toujours dans le débrief. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme je le disais à la fin de la première partie, pourquoi l'État du Sénégal attend une réaction des syndicats pour les convier autour des tables de négociation? Une question que je pose au DRH. Oui, moi je ne partage pas votre opinion, Aminata. Je pense que le gouvernement a son temps et n'attend pas, disons, le débrayage des syndicats pour les convoquer. Vous savez, vous-même, vous l'avez dit, tous les secteurs bougent en ce moment. Et il faut bien organiser tout ça. Il faudrait dire aussi, je ne vous coupe pas, que tout commence par une petite grogne, mais faudrait-il pas régler le problème à la base plutôt que d'attendre que le problème prenne une ampleur? Non, parce qu'en réalité, les problèmes posés souvent, effectivement, tardent parfois dans les réunions techniques et autres. Mais quand il y a une instruction ferme de l'autorité, tout le monde s'y met et arrive à produire des résultats très rapidement. C'est ce qui est arrivé. Mais quand vous dites que nous ne bougeons que quand le front syndical bouge, non. Non. Le temps des syndicats n'est pas le temps du gouvernement. Le gouvernement a beaucoup de questions qu'il doit prendre en charge. Mais non, c'est vrai, les partenaires sociaux ont aussi leurs préoccupations et leur vocation, c'est de revendiquer. Et chaque fois que des revendications sont mises sur la table, le gouvernement les étudie et autour d'une table, nous convenons de certains accords. Mais de manière générale, la remarque elle est générale, hein, le Premier ministre ne rencontre les syndicats que quand le problème est grave. Non, parce que le Premier ministre n'est pas le premier recours. Et là maintenant, même les syndicats ne veulent même plus rencontrer le Premier ministre, ils veulent directement aller vers le président de la République. Justement, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Parce que, vous savez, quand le président de la République nomme des ministres à la tête des départements ministériels, ces ministres sont chargés de gérer des questions de leur département. Et s'il y a des lenteurs administratives? C'est possible. S'il y a des lenteurs administratives, on peut peut-être demander au chef du gouvernement de monter au créneau et d'apporter des réponses et des solutions. C'est ce qu'est en train de faire le Premier ministre. Parfois, sectoriellement, il est impossible aux ministres de régler des questions qui ne sont pas de leur secteur. Quand c'est des problèmes internes au ministère de la Santé, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr est assez outillé pour donner des directives et suivre et que ces directives soient exécutées. Quand, par exemple, c'est le ministère de la Pêche, peut-être que le ministre de la Pêche peut donner des directives. Mais quand, par exemple, des revendications touchent, ont des aspects financiers, et que le secteur qui bouge n'est pas un secteur du ministère de l'Économie et des Finances, c'est le ministère de l'Économie et des Finances qui doit peut-être apporter des réponses. Et qui est mieux placé pour donner des instructions à ces ministres-là? C'est le Premier ministre. C'est pourquoi donc toutes ces questions soulevées et qui font aujourd'hui l'objet de discussion vont être adressées par le Premier ministre et des réponses pratiques vont être données aux partenaires. Et je l'ai dit et je le répète, je pense qu'à l'issue de la rencontre qu'on envisage de tenir mardi prochain, s'il plaît au bon Dieu, je pense que l'Alliance va peut-être revenir à de meilleurs sentiments et ça, j'en suis sûr. Espérons-le, et déjà même une réunion avec le gouvernement est prévue le 28 juin prochain. Déjà vous, quelles sont vos attentes et pensez-vous que le respect des accords sera effectif? Bon, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure,
nous attendons du gouvernement la production d'actes et concernant ces actes-là, la signature du décret, disons, portant création de nouveaux corps. C'est ce décret qui, disons, modifie un peu le décret 77-887, disons, portant statut des cadres de la santé et de l'action sociale. C'est ce décret qui permettra d'avoir, avec ces nouveaux corps, disposer d'un corps des cadres de la santé communautaire, à savoir les conseillers en santé communautaire et les travailleurs spécialisés en santé communautaire. Ce corps n'a jamais existé et pourtant l'université a existé depuis bientôt 7 ans, 8 ans. Et toutes les cohortes aujourd'hui sont en chômage, toutes les cohortes qui sont sorties, sinon sont employées par d'autres ONG ou d'autres organismes qui appuient le ministère de la Santé. Vous voyez cette contradiction. À chaque fois qu'il y a un reculement, ce n'est pas possible. Maintenant, au-delà de ces corps-là, il y a d'autres corps qui ont été plus ou moins ajustés dans ce qu'on appelle cette grille-là de la fonction publique. Donc nous attendons du Premier ministre la signature de ce document, surtout qu'il a été circularisé, il a été partagé. Et d'ailleurs, nous pensions même qu'avec ce conseil des ministres passé, on aurait entendu l'examen de ce document-là. Mais quelque part, nous pensons que M. Diouf, il y a quelque part de la mauvaise volonté, parce que les décrets qui concernent l'élection présidentielle et les décrets qui concernent des autres aspects ne sont jamais en rate. Et cette question-là a été évoquée bien avant ces autres questions. Pourtant, en conseil des ministres, on a examiné et l'Assemblée bientôt va travailler sur ces documents. Donc, voyez-vous, donc c'est ça qui est un peu gênant. La question financière, là aussi, je suis obligé de le charger. Parce que c'est en novembre 2016, je dis bien, novembre 2016, qu'il y a eu avec ce partenaire-là cet accord qui a abouti au versement de ces milliards-là. Bon, aujourd'hui, quand le ministre des Finances nous dit que c'était seulement un appui budgétaire et que c'est dans la caisse commune, mais même si c'est dans la caisse commune, c'est un appui budgétaire. Pour appuyer quoi? Pour appuyer la CFU. Donc comment comprenez-vous que des gens soient là, recrutés en bonne et due forme, et pendant que d'autres perçoivent leur salaire, lui, il perçoit son salaire. Les autres perçoivent leur salaire, mais eux, ils ne perçoivent pas leur salaire. Au mois de juin, on avait trouvé une solution. Pourquoi, depuis juin jusqu'à présent, on ne peut pas faire injonction au ministre des Finances pour qu'il sorte l'argent là dédié à ce programme? Parce que quand on parle de couverture maladie universelle ou de couverture santé universelle, c'est tout comme, mais c'est des prestations de qualité, mais pas de prestations sans prestataire. Et justement, par rapport à la couverture maladie universelle plutôt, qu'avez-vous à dire sur ça, avec la crise qu'elle rencontre actuellement? Voilà, donc la couverture maladie universelle, si elle n'a pas les financements requis, est en train donc de plomber les hôpitaux, les structures sanitaires, parce que non seulement ces contractuels-là, au nombre de 1162, ne sont pas payés, et quelle sera la qualité du service, c'est des problèmes. Mais ensuite, maintenant, si aussi les structures ne disposent pas de ces remboursements-là, parce que c'est des dettes et des créances à ces structures, qu'on devait payer au jour le jour ou au mois le mois, qui sont restés presque 18 mois sans être payés, vous voyez ce que ça pose comme problème. Donc, c'est des problèmes assez sérieux qu'il faut aborder. Moi, nous pensons que, on a entendu le directeur général de la CMU, de cette agence-là, dire comme M. Diouf est en train de le dire, c'est des procédures, c'est d'autres ministères, mais nous, c'est un problème qui ne nous concerne pas. C'est tout un ensemble. Bon, ce qui nous concerne, nous, c'est qu'il y a des travailleurs qui sont là, qui ont été recrutés, qui sont restés 7 mois sans salaire, et bientôt 5 mois sans salaire, et qui doivent être payés. Et s'ils ne sont pas payés, en tout cas demain, nous serons déjà dans la rue, à Thiès, de 9h30 à 13h, parce que c'est un vendredi. Le mardi qui suit, 10 avril, nous allons organiser un sitting, c'est-à-dire un arrêt de travail de 10h à 13h sur l'étendue du territoire. Espérons avec que vous n'aurez pas à le avec faire, le respect des urgences vous allez rencontrer et des services minimums. Non, nous avons aussi en vue une grève le 17 avril de 24 heures et une autre grève de 48 heures le 24 et 25 avril. Pour vous dire que nous sommes dans un plan d'action, nous sommes dans une dynamique. Mais cela dépendra quand même de la rencontre avec le gouvernement. Évidemment, ça dépendra du comportement du gouvernement par rapport à ces questions-là. Pour le bout du tunnel, vous pensez? Non, de toute façon, on attend de les voir. Parce qu'on attend. M. Diouf qui nous répond oui. Oui, je l'ai dit et je le répète. Je pense que c'est normal peut-être qu'ils s'inquiètent, mais je suis sûr que quand ils rencontreront le Premier ministre, ce plan d'action-là va être retiré. Parce que des réponses concrètes vont être apportées. Des réponses sont déjà en train d'être apportées.
Le décret dont il parle est circularisé. Et je suis sûr que le président de la République va signer ce décret-là, parce que c'est un engagement du gouvernement. L'intégration des diplômés du e-learning, c'était aussi une revendication. Les actes sont en train d'être pris. Donc, je suis sûr que pour les autres questions qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive, quand le Premier ministre les rencontrera mardi prochain, ce sera fait et ce plan d'action-là, il va être retiré parce que nous voulons faire l'économie de souffrance aux populations. Par rapport à cette économie de souffrance des populations, par ailleurs nous allons revenir sur les populations, la couverture maladie universelle, ne pensez-vous pas qu'elle a créé plus de problèmes qu'elle en a résolu? Non. Les gens se projettent sur l'avenir pour dire que si ce n'est pas payé, effectivement, ça peut plomber les structures. Parce que c'est des dettes que l'hôpital a supportées jusque-là et attendent d'être remboursées. L'hôpital et les structures de santé. C'est pourquoi nous avons dit que c'est une question qu'on ne peut pas contourner. Les autorités vont mettre de l'argent dans la couverture maladie universelle pour effectivement éponger ces dettes-là. Je sais que vous savez comme moi que la politique de la couverture maladie universelle est une politique phare du président de la République, qu'il a initiée pour régler la souffrance des populations. Parce qu'avant, rares étaient les Sénégalais qui avaient une couverture maladie. Peut-être qu'on était autour de 10% ou 15%. Et face à cette détresse-là, où les gens étaient malades et ne pouvaient pas se faire soigner, le président a décidé de prendre une bonne partie des charges. La santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Et ce coût, le président en a pris une part assez importante en mettant en place cette structure-là, cette politique-là de couverture maladie universelle. C'est pourquoi on ne peut pas faire l'économie de mettre des ressources à la disposition de l'agence pour que l'agence puisse payer les dettes contractées au niveau de chaque structure. Cela ne saurait tarder. Et je pense que très prochainement, dans les jours à venir, vous entendrez dire qu'effectivement, les paiements pour les structures de santé ont débuté. Et cela ne va pas rabaisser davantage le plateau technique? Au contraire, parce que quand on aura mis de l'argent dans ces structures de santé, ce sera des bouffées d'oxygène qui pourront permettre à ces structures de santé de s'équiper et de faire face à des problèmes pour lesquels il n'y avait pas de solution. Et la population dans tout ça? C'est la question que j'ai envie de poser à M. Thiam. Avez-vous pensé à la population avant d'aller en grève? Bon, avant cela, j'aimerais bien que vous suiviez ce Vox Pop qu'on a réalisé sur le terrain. Un médecin ne doit jamais faire la grève. Si les personnes en charge de notre santé renoncent à leurs devoirs, que doit faire la population alors? Vous avez un malade arrivé à l'hôpital, on vous dit que les médecins sont en grève. Vous imaginez leur part de responsabilité s'ils succombent à son mal? Pour moi, les médecins sont comme les enseignants. Ils ne doivent jamais aller en grève pour le bien de tous. Ce n'est pas du tout normal. Si les médecins réclament ce qui leur revient de droit, l'État doit le leur accorder. Si le gouvernement prend la décision de régler le problème, il sera résolu facilement. Mais pour cela, il faut de la volonté. L'idéal, c'est de s'asseoir autour d'une table et de résoudre définitivement cette situation pour le bien-être des populations, parce qu'elles seront les principales victimes. Les citoyens sénégalais qui se sont exprimés parce qu'ils sont les personnes qui sont directement impactées par cela, n'est-ce pas, M. Thiam? Oui, mais c'est nous qui avons choisi ce métier. Donc, il n'y a pas quelqu'un plus empathique que nous autres. Mais on ne se nourrit pas que d'honneur aussi. Parce que nous avons une famille à gérer et puis nous comptons aussi au niveau de la population. Si le gouvernement avait dit, à l'instar des policiers, des magistrats, autres choses, que vous êtes tellement important que vous ne devez pas aller en grève, je vous prive du droit de grève et en contrepartie, voilà ce que vous avez, nous ne serions pas dans cette situation. Parce que bien des cadres ne sont pas dans cette situation. Mais si on nous dit, vous êtes comme les autres, vous avez aussi le droit à faire la grève, nous pensons aussi que c'est un instrument aussi, un outil de revendication aussi. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. On ne fait pas la grève pour la grève. On fait la grève pour réclamer ses droits, pour revendiquer. Et aller voir l'Organisation internationale du travail, dans tous les textes, le droit à la grève est un droit consacré, n'est-ce pas? Maintenant, heureusement, que nous, M. Diouf le sait très bien, c'est nous qui avons inauguré la grève avec urgence et service minimum. Parce que quand il y a la grève, il y a une rupture de contrat. Et quand il y a une rupture de contrat,
c'est le gouvernement qui a l'obligation de faire continuer le service public. Donc, pas de responsabilité. D'autant plus que les délais de préavis ont été respectés. Si nous, parce que nous ne sommes pas levés un bon matin pour dire aller en grève. Parce que déjà, la grève qu'on annonce là, c'est le 17 avril que je vous ai dit la première grève, 17 avril. Oui, on sait, mais assez souvent, permettez-moi de terminer. Non, laissez-moi terminer, parce qu'on avait déposé le préavis de grève le 27 décembre. Et les 30 jours francs, c'est pour faire quoi? C'est pour discuter, pour éviter la grève. C'est pourquoi le législateur a prévu 30 jours francs. Pourquoi eux, ils ont attendu le 26 janvier avant de commencer à réagir pour des accords qui ont été conclus, alors qu'ils devaient venir avec des actes ce jour-là? Ils devaient venir avec des actes, mais assez souvent, les populations vous reprochent le fait que par rapport à vos revendications, vous ne prenez en compte que vos propres intérêts. Pour ne pas parler de l'aspect pécunier, mais dans vos revendications, rares sont les fois où vous prenez en compte les populations. Nous n'avons pas de complexe par rapport à ça. Parce qu'un syndicat n'a pas un projet de société. Un syndicat n'est pas une confrérie religieuse ou quoi que ce soit. C'est une association privée pour la défense de nos intérêts matériels et moraux. C'est aussi simple que ça. Nous pouvons être dans la revendication de salaire ou d'indemnité. On pouvait le faire tout le temps. Mais vous êtes en charge de l'un des secteurs les plus importants d'une nation qui est la santé. Non, je vous dis, effectivement, c'est parce que, justement, nous avons le secteur le plus sensible que nous travaillons comme ça. Mais en contrepartie aussi, le gouvernement aussi a des servitudes aussi par rapport à cela. C'est vrai, mais d'où la raison de prendre en compte la population. Justement, on prend en compte la population parce que dans nos revendications, quand on parle de CMU, je vous ai parlé tout à l'heure de l'organisation des assises sur l'action sociale. Mais c'était pourquoi? C'est pour agir sur les inégalités sociales. C'est nous qui avons contraint plus ou moins le gouvernement à ratifier la Charte internationale sur le droit des personnes handicapées. Aujourd'hui, on parle de la carte d'égalité des chances. Encore, c'est nous qui nous sommes battus pour cela. Et le PEV, on s'est battu pour que ça change. Récemment, vous nous avez entendu sur les questions d'avortement, sur d'autres questions. Mais nous sommes des sentinelles du système. Le budget de la santé, dont on revendique l'augmentation, mais ça fait partie aussi. Les infrastructures, tout à l'heure, il m'a entendu parler de Talibou Dabo, qu'on doit ériger en hôpital en EPS, non hospitalier, Talibou Dabo. Il m'a entendu parler de l'ouverture du centre de santé, du bloc opératoire du centre de santé de Bignona, pour qu'on n'évacue plus les femmes de Bignona, du département de Bignona à Ziguinchor ou bien à Kolda. Non, nous ne faisons pas que dans la revendication alimentaire ou salariale, on est dans la revendication systémique. Mais aussi, nous ne devions pas être les parias du système, parce que nous ne sommes pas les moins formés, nous ne sommes pas les moins importants. Ça aussi, il faut s'en rendre compte. Parce que la question de la vie donc, est une question éminemment importante. Et on devait nous considérer autrement. C'est pourquoi, malgré tout, même si on doit aller en grève, on n'est jamais resté les bras croisés. On a toujours inauguré ce qu'on appelle le respect des urgences et du service minimum. Pourtant, pendant les premières grèves, on ne le faisait pas. Et c'est le gouvernement qui avait cette charge-là de prendre des réquisitions. Et souvent, ça marchait, souvent, ça ne marchait pas. Et pour ceux qui ne déféraient pas l'ordre de réquisition, ils étaient traduits devant le tribunal, devant le procureur. Ils s'expliquaient. Mais au contraire, nous avons même fait gagner de l'argent au gouvernement. Parce que le gouvernement ne nous cherche plus, ne nous pourchasse plus pour des réquisitions, parce que nous organisons le service minimum et les urgences. Mais malheureusement, en organisant le service minimum et les urgences, le gouvernement s'en accommode. Parce qu'il n'y a pas de crash, il n'y a pas de grabuge. Donc c'est pourquoi vous aurez compris pourquoi le SAMES est allé jusqu'à menacer de centraliser les urgences pour essayer de taper plus fort. Mais ils ont renoncé à cela. Justement, ils ont renoncé à cela. Mais je sais vous dire que, comme vous l'avez insinué tout à l'heure, vous l'avez même déclaré, et quand les gens ne bougent pas, eux, ils ne bougent pas. Ils vous oublient, ils sont à autre chose. Parce qu'on ne peut pas comprendre que cette dette-là soit reconstituée alors que les ressources existent. Les 44 milliards pour un programme, vous ne pouvez pas payer un agent. Mais comment vous voulez l'expliquer? Et vous voulez qu'on croise les bras en nous nourrissant que d'honneur? Non, on ne se nourrit pas que d'honneur. Mais un citoyen sénégalais a fait la remarque. Ils sont en droit de réclamer ce qui leur revient de droit. C'est le propre. N'attendez pas, comme il l'a dit, qu'ils aillent en grève pour résoudre le problème. C'est le propre des syndicats. Il l'a dit, de défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs affiliés à ce syndicat-là. Vous savez, les revendications sont des revendications. Parfois, c'est des revendications même à la limite qui dépassent complètement
l'entendement. Mais le gouvernement a pour mission de les écouter, de les recevoir d'abord, de les écouter et de trouver des solutions. Mais des solutions pour qui? Ce ne sont pas des solutions pour le syndicat, mais c'est des solutions pour le peuple sénégalais. C'est des solutions pour les citoyens sénégalais, pour tous les malades qui se présentent dans nos structures de santé et qui veulent avoir des soins de santé de qualité. Donc le gouvernement, ces solutions qu'il apporte, c'est au profit des populations sénégalaises. Tous les efforts qui sont faits ces derniers temps en direction des partenaires sociaux, mais c'est au nom du peuple sénégalais que ces efforts sont faits. Et donc, je dois dire que effectivement, il y a peut-être quelquefois des difficultés, mais cela n'enlève en rien tous les efforts, des efforts parfois assez substantiels que le gouvernement est en train de faire à l'attention des travailleurs de tous secteurs confondus et en ce qui nous concerne des travailleurs de la santé. Maintenant, il faut aller de l'avant, il faut peut-être davantage aussi apporter des réponses. Ce sera fait. Et je vous ai dit que nous ne pouvons pas aujourd'hui anticiper sur ce qui sera dit mardi prochain, mais je suis sûr qu'à l'issue de la rencontre de mardi prochain, beaucoup d'inquiétudes vont être levées et que certainement ce plan d'action va être retiré. Bon, nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission, mais j'aimerais bien que nous abordions le dernier point, revenir un peu sur le secteur de la santé de manière générale, surtout à vous, Monsieur Thiam. Le secteur de la santé souffre de plusieurs maux. Selon vous, quelles sont les solutions pour améliorer la prise en charge, surtout des malades? Parce que les populations se plaignent assez de leur prise en charge au niveau des structures sanitaires. Oui, c'est un problème assez global. Bon, souvent même, c'est un cercle vicieux. Bon, nous pensons que si le gouvernement respecte ses engagements, encore que nous ne sommes pas nihilistes, nous savons ce que se fait en termes de progrès. Et même en juin, M. le Premier ministre a débloqué 5,2 milliards pour payer les remboursements, disons, pour payer les salaires qui étaient en rade pendant au moins 7 mois. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que ces dettes soient reconstruites alors que les ressources existent. C'est ça qui pose déjà des problèmes. Maintenant, les autres questions tournent autour du financement et autour des ressources humaines. Ressources humaines en termes de formation initiale et même formation continue. Et peut-être c'est dans la formation continue que certains disons, impairs pourraient être corrigés. Par exemple, le comportement de certains. Maintenant, il faut voir aussi, Aminta, que pendant les ajustements structurels, donc les bailleurs avaient imposé un certain nombre de conduites à nos gouvernants. Les départs définitifs n'étaient pas remplacés, que ce soit la mort ou la retraite ou autre chose, l'évasion ou autre chose. Et les structures sanitaires ont été remplies d'agents d'autres ordres. Et surtout par rapport à l'accueil. Vous venez à l'hôpital avec votre mal, vous attendez d'une infirmière ou d'un infirmier plutôt, l'agent qui est sur place pour qu'il, comment dirais-je, vous rassure par rapport au mal que vous portez, mais à la place de cela, vous vous sentez plus mal. Oui, c'est vrai, la question de l'accueil pose problème. Et nous y travaillons. Mais la question de l'accueil est une question qui intéresse non seulement le gouvernement, mais ça nous intéresse aussi. Et disons qu'une bonne accueil peut soigner en quelque sorte. Parce que la question de l'accueil, c'est une question aussi de formation. Mais c'est une question aussi d'éducation aussi. Souvent aussi, ce n'est pas la question de la formation ou l'éducation, mais c'est la question, disons, du respect de la pyramide sanitaire. Parce que souvent aussi, les gens vont demander des soins là où ils n'auraient dû jamais partir parce qu'ils ont quitté le niveau inférieur. Bon, souvent aussi, ce n'est pas un problème, disons, de comportement, mais c'est un problème, disons, d'inflation. Parce qu'il y a moins de spécialistes alors que la demande est très forte. Quand la demande est très forte, parce que l'offre est très insuffisante, quand l'offre est inférieure à la demande, souvent il y a la spéculation. Ça, il faut le comprendre comme ça. Alors c'est ça qui explique les rendez-vous éloignés, ce qui explique aussi certains énervements. Parce que aussi, quand le personnel qu'il faut n'est pas dans la structure, et au lieu de passer 12 heures dans la structure et que vous passiez 48 heures ou même 72 heures dans la structure, je pense que souvent aussi vous n'êtes pas vous-même. Et là, il nous reste à peine 2 minutes. J'aimerais bien que M. Diouf donne son avis avant qu'on... Sur la problématique de l'accueil et des urgences, je dois dire que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, dès sa prise de fonction, n'a pas cessé
et à ce jour de sensibiliser les travailleurs de la santé sur ces questions éminemment stratégiques dans la prise en charge de l'offre de soins. De plus en plus, dans toutes les structures de santé, nous sommes en train de créer des services d'accueil et d'urgence. Parce que nous savons, comme à l'instar de toutes les populations sénégalaises, que c'est là où le premier contact avec la structure de santé que nous pouvons avoir les premiers soins. Donc nous travaillons à ce que sur l'ensemble des structures de ce pays-là, qu'il y ait un service d'accueil et d'urgence. Maintenant, dans ces services d'accueil et d'urgence, nous travaillons à former le personnel qui va y exercer pour que ce personnel ait le comportement qui sied face aux malades qui se présentent ou aux accompagnants du malade. Nous en sommes très conscients et nous travaillons quotidiennement à améliorer cet accueil-là parce que nous pensons que de cet accueil dépendra en grande partie un peu la quiétude des malades et peut-être une guérison très rapide. En tout cas, c'est une préoccupation de premier ordre du ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr. Et espérons que les choses vont s'améliorer de plus en plus. Non, les choses ont commencé à s'améliorer parce que c'est vrai que nous n'avons pas encore dans toutes les structures un service d'accueil et d'urgence, mais nous commençons à en avoir dans presque tous les établissements publics de santé. Et nous essayons d'améliorer cet accueil-là, d'humaniser cet accueil. Ce ne sera plus maintenant, disons, l'agent de santé en blouse qui est là devant vous, mais ce sera vraiment une personne humaine qui va vous accueillir avec toute l'humanité requise pour vous mettre dans des conditions d'acceptation de votre mal et de pouvoir guérir très rapidement. En tout cas, espérons que ce débat aurait été instructif pour nombreux de téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Pour moi, s'il y a deux choses à ne jamais minimiser dans une nation, c'est l'éducation et la santé. Parce que sans être instruit, on ne peut pas participer au développement de son pays et avec une mauvaise santé aussi, on ne peut pas participer au développement de son pays. C'était le débrief. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief, toujours sur Médian TV Afrique.